les opioïdes, que ce soit le palier 2 ou le palier 3, de les associer avec du paracétamol. Il y a un effet qu'on appelle synergique, c'est-à-dire que c'est plus efficace. On sait que le paracétamol va aider le tramadol à être efficace. Le paracétamol va aider la morphine à être efficace. Donc, il est recommandé d'associer morphine et paracétamol, tramadol et paracétamol. Suivant. Suivant. En revanche, il n'est jamais recommandé, jamais, d'associer un palier 2 avec un palier 3. On n'associe pas le tramadol et la morphine. Pour une raison simple, c'est qu'ils vont se fixer sur les mêmes récepteurs. Du coup, si vous mettez deux molécules qui se battent sur le même récepteur, on ne va pas augmenter en efficacité. Par contre, on va augmenter les interactions et donc les effets secondaires. Suivant. Je vais vous mettre ce petit tableau auquel vous aurez accès qui regroupe les médicaments antalgiques des paliers OMS 1, 2, 3 avec leur dose initiale et leur dose maximale. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de dose maximale pour la morphine. On augmente la posologie de 30% en 30% jusqu'au contrôle de la douleur, tant que la morphine est bien tolérée et que la fréquence respiratoire est supérieure à 12 par minute. Suivant. Suivant. Je passe sur cette diapositive. Soigner la douleur. Pourquoi est-ce que je veux insister sur les opioïdes? Soigner la douleur sans opioïdes, c'est comme faire du vélo sans pédale. C'est possible, on peut faire du vélo sans pédale, la preuve avec ce monsieur, mais on va beaucoup moins loin, on va beaucoup plus lentement et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, soigner la douleur sans opioïdes, c'est comme faire du vélo sans pédale. Les opioïdes sont nécessaires à la prise en charge de la douleur en soins palliatifs. Suivant. Et sur la slide suivante, je vais insister un petit peu. Vous travaillez tous dans des hôpitaux, dans des centres de santé, dans des pays différents. Je pense qu'en tant qu'acteurs de soins palliatifs, il faut tous qu'on soit mobilisés pour essayer de faciliter l'accès aux opioïdes, là où nous sommes. Il y a une très, très grande disparité dans l'accès aux opioïdes, qui sont donc des narcotiques. Donc, il y a toujours une régulation dans tous les pays qui rend l'accès plus ou moins facile. On trouvera sur certains terrains de la morphine qui est disponible à l'hôpital, mais qui n'est pas disponible dans le centre de santé, par exemple. Dans certains pays, on verra du tramadol, mais on ne verra pas de morphine. On verra la morphine par voie injectable, mais on ne la verra pas par voie orale. Ça sera dans certains pays des comprimés, dans d'autres, ça sera de la suspension buvable. Dans la plupart des pays, on va trouver de la morphine à libération immédiate. Dans certains autres pays, on trouvera de la libération immédiate et de la libération prolongée. Donc, c'est vraiment l'accès aux opioïdes dépend du terrain sur lequel vous êtes et vous pourrez peut-être en témoigner au moment des questions. Il y a certains pays, comme par exemple le Malawi que je connais assez bien. Dans le Malawi, la régulation est assez favorable. On arrive à avoir de la morphine dans le pays, mais c'est les chaînes d'approvisionnement qui sont très désorganisées. Et donc, au final, dans le centre de santé, la plupart du temps, il n'y a pas de morphine disponible. Dans d'autres pays, par exemple le Kyrgyzstan en Asie, la régulation est très, très restrictive. Les opioïdes sont disponibles, mais on n'arrive pas à les prescrire, on n'arrive pas à les dispenser parce qu'il faut remplir des conditions qui sont extrêmement strictes. Donc voilà, il faut faciliter l'accès aux opioïdes et on doit tous militer là où nous sommes pour rendre la morphine accessible. Ce n'est pas un médicament dangereux quand on le prescrit bien. Suivant. Alors, la morphine, c'est un médicament qui est bien absorbé par voie orale, qui diffuse très bien dans l'organisme, qui va se fixer au niveau des récepteurs à la douleur dans le cerveau et qui va aussi se fixer sur le tube digestif. Donc, on aura de la constipation, on va en reparler tout à l'heure. La morphine va se fixer sur les récepteurs au niveau du tube digestif et sur les récepteurs au niveau du cerveau, et c'est là qu'on va avoir l'effet antalgique. La morphine, elle est métabolisée par le foie. Je vais dire quelque chose d'un peu technique, un peu compliqué, peut-être plus pour les médecins qui nous écoutent, mais c'est extrêmement important. La morphine, elle est métabolisée par le foie, elle est éliminée par le rein. Et après le passage hépatique, on a ce qu'on appelle des métabolites actifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
après le passage par le foie, les déchets de la morphine gardent leur activité opioïde. Ça veut dire que si on ne peut pas éliminer ces métabolites par le rein, par exemple en cas d'insuffisance rénale, alors on aura une accumulation des métabolites actifs dans le sang et on aura une toxicité de la morphine, peut-être même un surdosage. Donc la morphine, attention en cas d'insuffisance rénale. Insuffisance rénale, il faut diminuer les doses, il faut espacer les prises. Ce n'est pas toutes les 4 heures, ça peut être toutes les 6, toutes les 8 heures, par exemple. Toujours avoir à l'esprit ce point-là. Suivant. 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 Alors, non, pardon, on peut revenir sur celle d'avant. Je voulais juste que ce soit surligné en jaune. Voilà. Donc ça, j'ai surligné en jaune vraiment les choses qu'il faut bien avoir en tête pour bien manier la morphine. Il existe, comme on l'a dit, la formulation à libération immédiate. LI, slow release en anglais, LI, libération immédiate. Elle existe en suspension buvable ou en comprimé en fonction des terrains. Dans plusieurs pays, elle arrive au niveau du pays sous la forme de poudre qui sont ensuite diluées. Voilà, que ce soit en suspension buvable, en sirop, en comprimé, le délai d'action est de 30 à 45 minutes, la durée d'action est de 4 heures. Donc, c'est cette morphine qu'on donne toutes les 4 heures, 8 heures, midi, 16 heures, 20 heures, par exemple. Ensuite, on a une autre formulation qui est la formulation à libération prolongée, slow release. Par exemple, en anglais, il y a plusieurs dénominations. Formulation à libération prolongée, la durée d'action est de 12 heures et donc on va les dispenser 2 fois par jour. Et on verra dans les slides suivantes, dans les diapos suivantes, qu'on peut mixer la libération prolongée et libération immédiate. Il faut revenir en arrière. Voilà. Et donc, non, pas autant. Et il y a aussi la formulation injectable. La morphine existe évidemment en ampoule, intraveineuse et sous-cutanée, avec un délai d'action de 10 minutes par voie veineuse ou de 20 minutes par voie sous-cutanée. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a désactivé son micro. Ça fait du bruit. Donc, délai d'action pour la morphine injectable, 10 minutes par voie veineuse, 20 minutes par voie sous-cutanée. Et alors, 1 mg de morphine par voie veineuse équivaut à 3 mg de morphine par voie orale. C'est des choses qu'il faut avoir en tête quand on travaille à l'hôpital et qu'on veut faire des rotations de morphine. Suivant. Rachel, tu peux éteindre… Rachel Yanzi. Merci. Les effets secondaires de la morphine. Donc la constipation, on en a parlé. Donc on préconise de toujours prescrire un laxatif. Alors c'est marqué stimulant, ça peut être un laxatif stimulant, un laxatif osmotique, un laxatif émollient. Quand on prescrit des opioïdes, comme je l'ai dit tout à l'heure, la morphine se fixe au niveau du tube digestif et la constipation est quasi systématique en cas d'opioïdes. C'est très important d'associer un laxatif pour augmenter la tolérance à la morphine. Rachel, est-ce que tu peux couper ton micro? Les autres effets secondaires de la morphine, c'est les nausées et les vomissements. Ça aussi, c'est quelque chose de très classique, qui est souvent limité dans le temps. Donc, il ne faut pas hésiter à prescrire de la méthoclopramide ou de l'halopéridol pour calmer les nausées les premiers jours de traitement par morphine. C'est important pour l'adhésion du patient au traitement. Sinon, il va dire qu'il est allergique à la morphine et il arrêtera la morphine. Donc, pour améliorer l'adhésion au traitement, il faut mettre un antiémétique. La somnolence, la fatigue, c'est aussi des effets secondaires qui sont passagers. Et puis enfin, il y a des cauchemars, des hallucinations. C'est moins fréquent, mais ça peut arriver. Suivant. Un message clé que je veux surligner, je suis obligé de crier parce que ça fait beaucoup de bruit.
Rachel, est-ce que tu peux éteindre ton micro? Oui, je peux faire ça, mais je dois couper l'écran pour faire ça. C'est bon, Ok, j'ai c'est désactivé le son. Voilà. Kamel, peut-être si tu peux finir en 5 minutes, ça nous Oui, je vais avons finir en aussi 5 le temps minutes. pour le... Je me rends compte que je parle Super, lentement. merci. Donc, je parlais, oui, je voulais donner un message important. La morphine vous pouvez, si vous commencez un traitement par morphine, vous pourriez, dans le cadre de l'évaluation du traitement, voir un patient qui a de la confusion, un syndrome confusionnel avec la morphine. Toujours penser à la rétention aiguë d'urine et au fécalome. Ces deux effets secondaires qui sont courants, enfin deux conséquences qui sont courantes, le fécalome, suivant Catherine, le fécalome, la rétention aiguë d'urine. S'il vous plaît, pensez à ces deux choses, rétention aiguë d'urine, fécalome chez le patient qui a de la morphine, parce que c'est quelque chose de courant et c'est quelque chose de facile à gérer. Sauf que si on ne l'a pas en tête, on ne va pas chercher la rétention aiguë d'urine, on ne va pas chercher le fécalome, on va passer à côté et le patient ne sera pas confortable. Suivant. Suivant. Donc voilà, ça sera, je vais insister là-dessus pour terminer. Le schéma classique des opioïdes, c'est en bleu, vous voyez la dose de fond. On va donner, pour les terrains qui ont la chance d'avoir les deux formulations, libération immédiate, libération prolongée, on va donner un comprimé de libération prolongée matin et soir pour assurer une dose de morphine constante dans le sang et essayer de régler de contrôler la plupart des douleurs. Et si le patient a mal, malgré ces doses de libération prolongée, on va lui proposer de prendre des interdoses, ce qu'on appelle des interdoses. Est-ce que tu peux aller sur la slide précédente, Catherine, s'il te plaît? Voilà. Donc, le premier cas, c'est si vous êtes sur un terrain où il n'y a que de la forme LI, en fonction de là où vous travaillez. Peut-être que vous avez de la morphine, suspension buvable, libération immédiate, c'est-à-dire celle qu'on donne toutes les 4 heures. À ce moment-là, vous donnez la morphine toutes les 4 heures. C'est très important pour assurer une dose de fond, une concentration constante dans le sang, toutes les 4 heures, systématique. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le patient peut prendre une interdose si jamais il a des douleurs entre deux prises. Dans d'autres terrains, si vous avez les deux formes qui sont disponibles, immédiat et prolongé, à ce moment-là, vous donnez la forme libération prolongée toutes les 12 heures. Par exemple, 8 heures le matin, 20 heures le soir. Et si le malade a mal entre les deux, c'est là où vous donnerez de la libération immédiate, toutes les 4 heures, uniquement si besoin. Donc là, on n'est plus dans le systématique. Et ces interdoses seront égales à 1/6 à 1/10 de la dose de fond. Suivant. Par exemple, si vous donnez 30 mg de morphine libération prolongée matin et soir, 30 mg LP, 30 mg LP, ça veut dire 60 mg par 24 heures. Et donc, vous pourrez donner des interdoses de 10 mg, 1/6 de, 1/10 de 60 mg. Et cette interdose de 10 mg, vous pourrez la donner toutes les 4 heures si besoin. Suivant. Suivant. Non, ça, on va passer. Tu peux appuyer plusieurs fois sur la suivante. Je ne vais pas parler de ça. Encore, encore. Suivant. Voilà, stop. Donc, le patient que vous avez mis sous morphine, vous allez réévaluer la douleur et augmenter de 30% la dose de la libération prolongée et ou de la libération immédiate en fonction de ce que vous avez choisi. Vous allez augmenter la dose de 30% en 30% jusqu'à soulager la douleur. Attention au risque de surdosage. Le surdosage en morphine, c'est s'il y a une dépression respiratoire avec une fréquence respiratoire inférieure à 10 ou 12 par minute. Si c'est ça, c'est qu'on a trop de morphine et donc il faut revenir en arrière. Suivant. Je passe. Suivant. 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 Suivant.
on va terminer avec les mythes sur la morphine. Voilà ce qu'on entend généralement. Il faut éviter la morphine pendant les derniers jours de vie. Suivant. C'est faux. Suivant. Il faut donner la morphine en cas de douleur sévère dès que la douleur apparaît. Et la dose peut toujours être augmentée tant que la fréquence respiratoire est supérieure à 12 par minute et que la morphine est bien tolérée. Mais évidemment, il ne faut pas contre-indiquer la morphine en fin de vie. C'est même là où elle est potentiellement le plus important. Deuxième fausse croyance, la morphine accélère la mort. C'est faux. Suivant. La morphine, quand elle est correctement prescrite, elle n'accélère pas la fin de vie. La morphine, elle assure une bonne qualité de vie en soulageant la souffrance et on vit plus longtemps lorsqu'on vit sans douleur. Donc la morphine n'est pas dangereuse quand elle est bien prescrite. Il n'y a aucun souci. Il faut lutter contre ces fausses croyances. Suivant. La morphine entraîne une dépendance ou une addiction. Là encore, c'est une fausse croyance, c'est faux. La morphine, lorsqu'elle est prescrite pour la douleur, n'entraîne pas de dépendance. Si vous prenez de la morphine mais que vous n'avez pas de douleur, ça s'appelle une drogue. Si vous prenez de la morphine pour soulager une douleur, c'est un médicament qui n'entraîne pas de dépendance. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et n'hésitez pas. Ah non, 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 non. Dernière slide, excuse-moi Catherine. Et elle est très importante. J'ai insisté tout à l'heure sur le pourquoi de la douleur. On a parlé des palio-MS, 1, 2, 3, avec les non-opioïdes et les opioïdes. Ça, c'est pour la douleur classique, la douleur courante, la douleur nociceptive. Il faut toujours se poser la question des co-analgésiques. On a dit, par exemple, que le paracétamol fallait le prescrire de façon systématique pour aider la morphine à agir, par exemple. On peut aussi prescrire des corticoïdes, par exemple pour la douleur osseuse. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut comprendre le mécanisme de la douleur. Est-ce que c'est de la douleur osseuse, par exemple sur des métastases osseuses? La morphine pourra être efficace, les corticoïdes seront sans doute nécessaires aussi. Les benzodiazépines seront nécessaires en co-antalgique s'il y a des contractures musculaires, par exemple, ou s'il y a une anxiété qui vient renforcer la douleur. Se poser la question du coup de l'indication de la benzodiazépine. Et enfin, en cas de composante neuropathique, parce que je vous expliquais tout à l'heure comment dépister la douleur neuropathique, avec cette échelle DN4, on pourra associer un traitement antidépresseur tricyclique, l'amitriptyline, qui est généralement disponible en contexte humanitaire, on le trouve assez facilement, l'amitriptyline, ou bien un autre antiépileptique, ça peut être la prégabaline, la gabapentine, sachant qu'il faut choisir l'un ou l'autre. On ne va pas mettre les deux d'emblée. Hein. Ça, c'est pour avoir une efficacité sur la composante neuropathique. Je pense que j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Camille, pour cet exposé qui nous a fait faire le tour de l'évaluation et de la prise en charge de la douleur. C'était assez riche. Personnellement, j'ai encore beaucoup appris et je pense que c'est le cas pour tous nos participants. Alors maintenant, nous pouvons passer à quelques questions avant de prendre notre étude de cas. N'oubliez pas, si vous n'arrivez pas à donner votre question oralement, vous pouvez toujours écrire dans le chat et on va voir comment traiter après. Alors, à vous, on peut ouvrir les micros et poser les questions. Merci. Oui, il y a Monsieur René Zanga. Vous pouvez poser votre question. Après, Monsieur Samou va se préparer pour sa question. Oui. OK. Merci beaucoup pour Dr. Camille pour sa présentation qui a été vraiment très claire. Moi, ma question, c'est sur les méthodes d'évaluer les douleurs, surtout chez les adultes. Il nous a parlé de EVA et EN, évaluation numérique, et EVS. Ma question, parmi ces méthodes d'évaluation des douleurs, laquelle qui est vraiment la meilleure
pour qu'on puisse vraiment appliquer dans les services. Et ma deuxième question, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui, on vous entend très bien. Oh, OK, merci. Ma deuxième question, c'est sur les paliers. Les paliers 1, 2, 3. Si un patient qui est déjà sur le palier 3, qui est la morphine, est-ce qu'un jour, il peut revenir encore sur le palier 1, qui est le paracétamol ou soit les anti-inflammatoires non stéroïdiens? Merci. Merci beaucoup, Monsieur René. Alors, docteur Camille, vous voulez intervenir avant qu'on ne prenne les questions de Monsieur sûr. Santé? Oui. Alors, pour la première question, quelle est la meilleure échelle entre EVA, échelle numérique, échelle Velbar simple, échelle digitale, les 5 doigts? L'échelle qui a été la plus validée, c'est l'échelle visuelle analogique. C'est donc l'EVA. En revanche, ce n'est pas la plus simple à implémenter. Et là, je vais dire quelque chose qui me semble très important. Il vaut mieux utiliser une échelle simple et bien l'implémenter plutôt qu'utiliser une échelle compliquée et qu'elle ne soit pas implémentée parce qu'elle est trop compliquée à implémenter. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, moi, je ne vous encouragerai pas forcément à prendre l'échelle EVA. Et sur moi, tous les terrains que j'ai visités au contexte humanitaire, comme je le disais, celle qui me paraissait la plus pertinente, c'est l'échelle à 5 doigts. Pas de douleur, douleur faible, forte, très forte, insupportable. Elle est simple, elle est carrée, elle est validée et elle est promue par African Palliative Care Association. J'irai plutôt vers celle-là, personnellement. Pour la deuxième question, est-ce qu'on peut revenir d'un palier 3 vers un palier 1? Bien sûr, et c'est une très très bonne question, c'est très important. Si on n'est pas dans un contexte de douleur chronique, mais de douleur aiguë, ou si on peut traiter la cause de la douleur, alors on va, et ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, si la douleur est très importante, on va mettre d'emblée un palier 3. On n'a pas besoin de passer par un palier 1, puis un 2, puis 3. On peut d'emblée commencer par la morphine si la douleur est très intense. En revanche, une fois qu'on a contrôlé la cause de la douleur, alors oui, évidemment, il faut réévaluer et puis diminuer, peut-être passer à un palier 1 sans aucun problème. J'espère avoir répondu à votre question. C'est bon, Monsieur René? Oui, c'est bien. Merci beaucoup, docteur Camille. Alors, pendant que Monsieur Sidibé ouvre son micro, il y a dans le chat une personne qui a posé, je n'arrive pas à bien voir tout ce qui est dans le chat, mais demandé, donc pour vous, docteur, en répondant à Sidibé, il demandait pour la prise en charge des enfants, quel est le schéma? Alors, après la question de Monsieur Sidibé, vous pouvez peut-être répondre aussi. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci à Dr Camille pour la présentation. À vous aussi, Sénéfaï. Pour moi, c'est en tout cas une compréhension. Pendant la présentation de Dr Camille, il a parlé d'un constat qu'il a fait lors d'une visite terrain en Afrique qui concernait un peu l'évaluation de la douleur par les médecins. Et selon lui, c'était, si je me permets, c'était comme si ce n'était pas bien évalué ou en tout cas, il a fait le constat. Moi, je voudrais savoir, est-ce que sur le champ d'emblée, il a essayé de comprendre un peu et quel était le problème? Est-ce que les médecins étaient, parce que dans nos contextes, est-ce que les médecins faisaient face à beaucoup de charges qui fait qu'ils n'avaient pas assez de temps, le temps qu'il faut vraiment pour évaluer correctement la douleur? Merci, c'est juste la seule question. D'accord, merci, Monsieur Sidibé. Docteur, vous voulez réagir? Alors oui, je me souviens pas d'avoir dit quelque chose comme ça pendant ma présentation, ou alors peut-être que je me suis mal exprimé. Il y a tout un tas de barrières. Il y a tout un tas de barrières au fait de Marie-Angèle Bordeaux, s'il vous plaît. Excusez-moi, docteur. Ouais, il faut couper les micros. Il y a tout un tas de barrières au fait que la gestion de la douleur en contexte humanitaire n'est pas suffisante.
Je ne pense pas qu'il faille incriminer les médecins, mais évidemment, il faut de la formation, évidemment, il faut du temps, évidemment, il faut des gens qui soient motivés, il faut disséminer les bonnes pratiques, etc. Donc, c'est un travail très, très long qui se fait sur plusieurs années. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de barrière globale. Tout dépend du contexte, tout dépend du pays. Il faut explorer et chercher à comprendre les challenges qui sont propres à chaque situation. Merci, docteur. Je vois la main de docteur Aminata Cissé que je salue au passage. Docteur Aminata, je pense que Sidibé, c'est bon. Oui, du moment où peut-être docteur Camille dit qu'il ne se souvient pas d'avoir dit, peut-être moi aussi j'ai mal compris, mais j'avais cru que c'était lors d'une visite vers le Soudan, ou mais peut-être j'ai mal cru, peut-être moi j'ai mal compris, ça peut vraiment être ça. Donc, moi, je pense qu'on peut avancer, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Docteur Aminata. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Dr Camille. Ça a été un plaisir de vous suivre. Vous avez parlé de l'évaluation de la douleur et aussi la nécessité de réévaluer par rapport à la question de tout à l'heure. À chaque fois, il faut évaluer et réévaluer le patient. Et en même temps qu'on évalue, à chaque fois, on a obligation de changer la prise en charge. Aussi, vous avez parlé aussi de la nécessité de faire un titrage. Il n'y a pas une dose de morphine pour tout le monde, il faut titrer et parler avant tout aux patients des éventuels effets secondaires parce qu'il y a beaucoup de mythes qui entourent l'utilisation de la morphine. Ma question à moi, c'est le fait que dans certains pays, on ne dispose pas de morphine ou bien la morphine en comprimé qui est là est parfois assez chère. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a évalué, on a un patient, on sait que c'est le palier 3 qu'on doit utiliser. Le score est à 9, 10. Maintenant, dans nos contextes, par exemple, que faire si on n'a pas de morphine? Merci beaucoup. Merci, docteur Aminata. Docteur Camille? Merci pour cette question. J'ai malheureusement pas de recette magique. Quand on n'a pas de palier 3 et qu'on a besoin de palier 3, il n'y a pas de… Enfin, moi, je ne connais pas d'alternative. Je crois que c'est pour ça qu'on doit tous militer pour que les opioïdes soient accessibles tout le temps, partout, pas que à l'hôpital, pas que sous sa forme injectable, mais partout. Donc, c'est une histoire d'advocacy, de lobbying. Il faut qu'on sensibilise les acteurs de santé, les ministères de la santé, les gouvernements, etc. C'est ce que font beaucoup d'ONG. Mais quand on a besoin de morphine et qu'il n'y a pas de morphine, eh ben on doit essayer de faire avec les paliers 2, donc le tramadol ou la codéine, mais il n'y a pas beaucoup malheureusement d'autres solutions. Toujours penser aux co-antalgiques. J'ai parlé des corticoïdes, ça peut être très utile en fonction de la cause de la douleur. Les anti-inflammatoires également, les myorelaxants, c'est-à-dire les benzodiazépines. On peut peut-être essayer d'agir sur d'autres composantes, mais on ne peut pas faire bien les choses sans morphine. Merci beaucoup, docteur. Alors, après oui, docteur Aminata, vous voulez réagir? Pour le fait qu'il ait aussi attiré l'attention sur le fait que ce n'est pas seulement les antalgiques qu'on peut utiliser pour soulager la douleur. Il y a d'autres choses. Il faudra, comme il l'a dit tout à l'heure pour les médecins, il faudra voir la cause même de cette douleur. Parce qu'il m'est arrivé il n'y a même pas 2 jours d'avoir une personne qui a eu des douleurs abdominales assez intenses. Il a fait deux structures de santé. Il est venu à nous alors que c'était une rétention. À chaque fois, on lui donnait un antalgique. Une rétention, quand il y a un globe, un antalgique, ça ne règle pas les choses. Il faut soulager ces patients. Donc, le fait de trouver la cause aussi est assez, il l'a dit tout à l'heure, donc c'est quelque chose qu'il va falloir rechercher. Et aussi attirer l'attention sur le tramadol chez les personnes âgées, parce qu'on a eu la désagréable expérience de voir que ça peut entraîner des démences ou bien un syndrome confusionnel. Merci beaucoup, Dr Camille. Ce fut un plaisir de vous suivre. Et merci beaucoup, docteur Aminata. C'est un sujet très passionnant et dans le chat aussi, on voit beaucoup de réactions, mais à cause du temps, on est obligé de prendre la dernière main de Delia, docteur Delia. Et
Après, nous allons passer à l'étude de cas et n'oubliez pas, on peut toujours continuer à poser les questions, même dans le forum. Alors, Delia. Bonjour, docteur Camille, bonjour à tous. Excusez-moi du retard. J'ai pris le cours en chemin. J'avais quelques questions pour le docteur. Moi, je travaille dans le cadre des urgences et j'avais quelques questions au docteur. Ma première question, d'abord, c'est de savoir, dans le cadre de la prise en charge des douleurs aiguës, lorsque nous n'avons pas à disposition la morphine et qu'il faut titrer, par exemple, autant pour moi, lorsque nous avons à disposition la morphine et qu'il faut titrer, est-ce qu'il y a un dosage maximal qu'il faut atteindre pour la prise en charge de la douleur? Ou bien est-ce qu'on respecte toujours ce que le docteur a dit tout à l'heure en fin de cours, comme quoi on peut donner la morphine autant que se peut, jusqu'à tout en surveillant les données, tout en surveillant les constantes, c'est-à-dire la respiration, la tension et tout le reste. Et ma deuxième question, c'est à propos du cas où on n'a pas à disposition la morphine. La prise en charge des femmes enceintes dans le cadre de la gestion des douleurs, c'était pour savoir s'il y a une contre-indication en ce qui concerne la morphine, le tramadol ou encore le néfopam. Si oui, quels sont les antalgiques qu'on peut donner à ce genre de patients? Merci beaucoup, docteur. Alors, sur la première question, sur la deuxième question, j'ai vu qu'il y avait un commentaire de Catherine dans le chat. En ce qui concerne les cas particuliers, c'est-à-dire les femmes enceintes, les nouveau-nés, je pense qu'on va alimenter avec des documents sur ces cas précis. Je n'ai pas envie de donner de la confusion aux gens sur les cas particuliers. Sur la première question, en revanche, alors, en ce qui concerne la douleur aiguë aux urgences et la titration, oui, en effet, je confirme ce que vous avez redit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dose maximale théorique. On va essayer de titrer jusqu'à arriver dans la zone antalgique. La zone antalgique, elle n'est pas la même en fonction des patients. Donc oui, on va se focaliser sur la fréquence respiratoire et uniquement la fréquence respiratoire, pas la tension artérielle, pas la saturation, pas la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire uniquement. Et tant qu'on reste dans la zone de sécurité, d'un point de vue de la fréquence respiratoire, on peut continuer la titration de morphine par voie veineuse. Donc, par exemple, il y a plein de protocoles différents. Vous pouvez mettre 1 mg toutes les 3 minutes, par exemple, jusqu'à atteindre le confort du patient. Ok, d'accord. Merci. Okay. Oui, c'est assez passionnant, mais on est obligé de passer à l'étude de cas. Et dans le cas social, on va continuer avec quelques questions. Docteur Marie, vous êtes là pour l'étude de cas? Là. Merci. Je vais faire. Docteur, on n'arrive pas à vous suivre correctement. Peut-être parce que vous bougez. Je vais avoir pour continuer. Oui, madame, est-ce que je me fais entendre? On ne vous reçoit pas bien. Vous me recevez maintenant? Oui. Maintenant, ça va. Ça va. Oui. Bonjour. Ça va maintenant? Oui. Ah, oui. Bon.
Catherine, je vous remercie. Merci pour nous avons fait le tout à l'heure avec Je vous propose d'éteindre votre caméra. Peut-être que ça peut aider pour le son. Ça va? Oui, ça va. Alors, voici le cas, puisque nous courons derrière le temps. Il y a Monsieur Jean, âgé de 35 ans, hospitalisé pour un cancer fongique de la tête et du cou, et avec une chimiothérapie non disponible, présentée avec un stade très avancé de la maladie. Nous pouvons voir l'image à côté pour décrire très bien la maladie. Et sa plainte principale, c'est la douleur intense qui l'empêche de dormir. Suivant, Madame Catherine. Alors, puisque nous avons parlé de l'évaluation de la douleur tout à l'heure, qui est très importante, alors, Monsieur Jean se plaint des douleurs continues sur une grande partie du visage. Le site de la plaie, comme nous avons vu tout à l'heure, évalué 9 sur 10 en termes de sévérité. La douleur est plus forte la nuit, qui l'empêche de dormir, et quand on change son pansement aussi, il a encore des douleurs. Et un certain soulagement a été obtenu avec de la morphine à libération immédiate, 10 mg par voie orale, et qui a été administré à ce patient selon le besoin, selon l'évaluation de la douleur, et administré avant le changement de pansement. Le score de la douleur a été réduit à 7 sur 10. Suivant, Madame Catherine. Nous avons les autres symptômes. Il y a une diminution de l'appétit, il y a une humeur maussade, mauvais sommeil, une odeur nauséabonde de la plaie, des saignements lors du changement de pansement et une démangeaison au niveau de la plaie. Suivant. Puisque nous sommes en soins palliatifs, donc l'aspect socio-spirituel est très important pour cette personne. Alors, le monsieur est marié et père de 5 enfants, père aidant, long séjour en tant que patient hospitalisé, et ce monsieur est musulman, dont la foi est importante pour lui. Dont la foi est importante pour lui. Alors, la gestion de la douleur, très importante encore. Comment gérer la douleur de cet homme? Quel médicament faut-il prescrire et à quelle dose? Pourquoi le choix de ce médicament? Si nous pouvons réagir dans le chat, ça va nous aider pour pouvoir éclaircir nos idées, puisque nous avons suivi le cours tout à l'heure avec Monsieur Desforges, Docteur Desforges. Merci beaucoup, Docteur Marie. Merci beaucoup, Madame. Oui. Alors, j'espère que vous avez pu un peu avec C'est Docteur Marie, c'est avec vous qu'il y a le bruit. C'est avec vous, le bruit. Chez Docteur Marie. Merci beaucoup, Madame. Oui. Je peux partager encore le coin. Alors, je ne sais pas si les autres ont pu entendre quand même la présentation ou lire. Nous allons essayer de passer à quelques questions par rapport à ce cas. Alors, les questions, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre en charge sa douleur, quel médicament, pourquoi, après ce cours que nous venons de suivre. Pardon pour l'interruption. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, je pense que c'est mieux si nous pouvons continuer avec le cas et nous pouvons discuter un petit peu après parce nous avons seulement 15 minutes. Si nous pouvons continuer, je crois que c'est mieux.
Ah, le cas n'est Merci. pas fini. Je m'excuse. Je pensais que c'est fini. Ah, ok. Je reprends alors pour Madame Faye. Je continue. Oui, docteur, allez-y. Excusez-moi. Alors, pour la gestion de la douleur, nous avons pensé à la morphine, 10 mg à effet immédiat. Le IR veut dire effet immédiat. Alors, toutes les 4 heures, on donne la morphine selon le besoin du malade. Et aussi, toutes les heures, 1 heure avant le changement du pansement, puisqu'il se plaint de la douleur. On ne peut pas continuer le pansement avec des douleurs. Il faut prévoir aussi donner le bisacodyl ordinaire 5 mg deux fois. Et il y a une diminution de la douleur qui est évaluée à 6 sur 10 et amélioration du sommeil. Suivant, s'il vous plaît. Alors, la morphine est augmentée à 20 mg toutes les 4 heures, selon le besoin du malade. Cette douleur remplacée par des comprimés toutes les 12 heures et morphine à libération immédiate de 20 mg selon le besoin du patient et aussi au changement du pansement. Suivant. La gestion d'autres problèmes, puisqu'il faut aussi traiter les autres problèmes dont le malade se plaint tout à l'heure avec les autres symptômes. Il y a la démangeaison, alors améliorée par l'administration d'un antihistaminique. Et nous avons proposé la chlorphéniramine tous les soirs. Le sommeil aussi doit être amélioré par le contrôle de la douleur des antihistaminiques. Avec l'amélioration, améliorer l'humeur avec le contrôle de la douleur, un soutien mental, un soutien de santé mentale. Donc, trouver un psychologue, trouver quelqu'un qui pourra parler avec le patient. La mauvaise odeur, nous pouvons appliquer des comprimés de métronidazole. Nous allons écraser les comprimés. Nous pouvons utiliser un papier, écraser le médicament dans les zones vraiment humanitaires et puis les mettre sur la plaie. C'est plus pratique. Et pour le saignement, nous allons utiliser l'application d'acide tranexamique sur la base et l'application sur le site du saignement. C'est plus pratique dans les conditions humanitaires. Alors, ce sont là les questions clés pour la discussion. Comment choisir un médicament approprié contre la douleur et élaborer un plan de gestion de la douleur approprié. Quelle est la dose initiale de la morphine? Comment la titrer? Quels sont les effets secondaires de la morphine? Comment les prévenir? Comment les gérer? Suivant. Alors, merci de votre attention. Merci Madame beaucoup. Sinefay. Merci beaucoup, docteur. Et oui, donc nous avons le cas et nous avons quelques 5 à 7 minutes pour quelques questions avant la fin. Alors, poser les questions ou tenter de répondre aux questions qui ont été posées après l'étude de cas. Merci. Est-ce que nous avons des questions?
Allô? Ajouter les questions. Oui. Mettre des questions sur le chat aussi. Oui, je vois la dernière question qui parle de est-ce qu'il y a un autre médicament à part la morphine? Parce que souvent, le patient se plaint toujours malgré l'administration de la morphine. Ou bien, par exemple, si c'est un drépanocytaire, je ne sais pas, docteur Marie ou docteur Camille, ou bien même docteur Aminata Sissé, est-ce que vous voulez apporter un éclaircissement par rapport à cette question? Bon, je pense. S'il n'y a pas un autre médicament, comme docteur Camille venait de le dire, si tout cela dépend de l'évaluation de la douleur. Si la douleur est sévère et qu'il faut donner le palier 3, il faut partir à la morphine. C'est la morphine qu'il faut donner. Et voilà, moi je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou encore docteur Camille ou docteur Abinata peuvent compléter. Oui. Oui. Alors, il y avait aussi une question, je vois dans le chat, il y avait une question par rapport aux douleurs fantômes chez les patients qui ont été amputés. Alors, Madame Catherine a répondu qu'on peut utiliser les antidépresseurs pour ce genre de patient. Et si un patient ressent des douleurs malgré la morphine, la dose doit généralement être plus élevée. Certaines douleurs ne répondent pas bien à la morphine, même si c'est moins souvent le cas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'arrive pas à voir toutes les questions dans le chat. Ma question est que morphine IR 20 mg pour un patient naïf est-il une dose élevée? C'est une question dans le chat. Je peux prendre cette question. Oui, c'est un peu élevé parce que normalement, c'est pas clair comme le réponse pour chaque patient. Il y a le patient qui a besoin de 10 mg, il y a le patient qui a besoin de plus. Mais on ne sait pas jusque nous avons fait un essai avec le patient. Normalement, le dose le plus haute pour commencer la morphine, c'est le 10 mg. Et ça, c'est une dose orale, oui. Mais si ça ne marche pas bien, on peut élever la dose, mais il faut commencer au maximum de 10 mg normalement, oui. Merci. Madame Sylvia, c'est bon comme réponse? Oui, à peu près. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je retourne le micro à Madame Catherine. Peut-être qu'il y a certaines annonces que vous aimeriez faire ou apporter d'autres informations. En tout cas, merci beaucoup à tous les participants. Merci surtout à nos présentateurs, Dr Camille et Dr Marie. Et merci pour tous les intervenants. Et oui, merci beaucoup, Catherine. Je vous redonne la parole. Oui, merci beaucoup, Benita. Merci à tous pour la présentation. C'était très bien, une très bonne présentation de la douleur et aussi un bon cas pour la présentation. So, merci à tous. Merci beaucoup pour toute la participation aussi. C'était très interactif et ça, c'est vraiment une mieux session quand il y a l'interaction. Je m'excuse parce que j'ai mes enfants à la maison aujourd'hui, so je m'excuse pour le moment ici aussi. Et bon, la prochaine session, c'est en 2 semaines. C'est la même heure, le même jour, en 2 semaines. Et je veux partager la présentation et l'autre information sur le dosage pour le nouveau-né et la pédiatrie dans le Google Drive. Et si vous avez d'autres questions, si vous avez une question que quelqu'un ne répond pas aujourd'hui, s'il vous plaît, mettez dans le WhatsApp group. Nous pouvons continuer la conversation. Merci beaucoup à tous et à la prochaine.
Merci. Merci Catherine, merci Bineta. Merci. Merci. Catherine.